Il est entré en fléchissant et en se moquant du tribunal, confiant, intouchable jusqu'à ce qu'une question du juge brise tout. Qu'est-il arrivé ensuite? Personne ne l'a vu venir. La salle d'audience était inhabituellement immobile ce matin-là, comme si l'air lui-même sentait quelque chose de déplacé. Les bancs en bois grinçaient sous le poids d'une curiosité tranquille tandis que le faible bourdonnement des lumières fluorescentes au-dessus de la tête remplissait le silence. La lumière du soleil filtrait à travers les hautes fenêtres derrière le banc, coupant des lignes de luminosité nettes sur le sol comme des projecteurs de théâtre. Puis vint le bruit des bottes, fort, délibéré, résonnant sur le carreau poli comme si quelqu'un était censé être entendu. Un instant plus tard, la porte s'ouvrit avec une confiance qui frisait l'arrogance, et marcha Vince Veman Marton, les bras bombés d'un débardeur noir étanche, chaque muscle de son cadre implorant d'attention. Sa peau brillait d'une légère couche d'huile, mais n'était probablement pas appliquée avec soin. Il bougeait comme un homme qui croyait que le monde se pliait à son rythme, le menton incliné vers le haut, les lèvres enroulées dans un demi-sourire, les yeux scrutant la pièce non pas pour des visages, mais pour un public. Il a passé les rangées d'accusés tranquillement assis, jetant à peine un coup d'œil à l'huissier ou au greffier, et a fait une démonstration de craquement du cou en atteignant le podium de l'accusé. L'huissier, un officier plus âgé aux cheveux blancs clairsemés, a jeté un coup d'œil latéral vers le banc du juge, mais n'a rien dit. Le juge Frank Caprio, assis sous l'emblème en bois orné du sceau de la cour, a croisé les mains et étudié attentivement l'homme. Connu dans toute la ville comme une voix juste mais formidable de la justice, Caprio portait son âge avec une dignité tranquille, ses manières douces et ses yeux chauds désarmant souvent même les personnes les plus coriaces. Mais ce matin, ses yeux se sont légèrement rétrécis, un scintillement de perspicacité les traversant. Vince s'est appuyé sur le podium comme s'il s'agissait d'un comptoir de salle de sport, les coudes écartés alors qu'il arpentait la salle d'audience avec une expression amusée. Des murmures ont commencé à onduler dans la pièce, de petits sons prudents de spectateurs ne sachant pas s'ils regardaient une audience ou un spectacle. Lorsque le juge Caprio a demandé son nom et la raison de son apparition, la réponse de Vince a été presque théâtrale. Il a laissé échapper un petit rire, fléchissant l'un de ses biceps et marmonnant qu'il ne s'attendait pas à une si petite salle d'audience, et certainement pas à un juge aussi délicat. Quelques personnes ont halté, une femme près du dos se couvrant instinctivement la bouche. Le manque de respect pendait dans l'air comme de la fumée. Vince a continué, balayant les accusations comme une conduite ridicule, imprudente, c'était juste lui qui entraînait ses réflexes, a-t-il affirmé. Harcelment? Il a dit que l'agent de stationnement était celui qui n'avait pas l'air en sécurité. Quant à troubler la paix, il a simplement ri et a dit « La paix est surfaite ». Sa voix était profonde et grinçante, le genre de ton qui semblerait intimidant s'il n'était pas imbibé d'arrogance. Le juge n'a rien dit au début, levant seulement un sourcil et se tournant légèrement vers le greffier pour jeter un coup d'œil sur le dossier. Vince a pris le silence comme une soumission. Il a souri plus large, agitant une main dans un cercle dédaigneux et suggérant au tribunal de le boucler pour qu'il puisse revenir à la vraie vie. Ses commentaires sont devenus plus mordants, jetant de l'ombre sur l'âge du juge, sa robe, même le décor de la salle d'audience. À un moment, il a marmonné assez fort pour que les participants à proximité entendent, tout cet endroit sans la retraite. Le rire n'a pas suivi. Personne n'a osé. Même son supposé équipage de gym qui s'est assis vraiment ready avec Vince maintenant, Vince ready avec chaque copain. Mais Caprio est resté impassible. Il n'a pas élevé la voix, n'a pas grondé. Il a simplement laissé à Vince l'espace pour montrer sa vraie personnalité. Chaque mot prononcé par le culturiste brossait un tableau plus clair, non pas de force, mais d'un ego incontrôlé. Vince a supposé que sa taille le rendait intouchable. Il a supposé que la flexion des muscles faisait plier les lois. Ce qu'il n'a pas remarqué, ce que sa fierté ne lui permettrait jamais de voir, c'est que les caméras de la salle tournaient. Les audiences publiques de cette ville ont été diffusées et archivées, et les séances de Caprio étaient parmi les plus vues à travers le pays. Chaque mot prononcé par Vince était déjà coupé, horodaté et chuchoté dans les microphones de la justice. Caprio s'est lentement penché en avant, serrant ses mains devant lui. Il a demandé à nouveau, doucement, si Vince aimerait expliquer correctement l'incident impliquant l'agent de stationnement, un événement documenté non seulement par une citation écrite, mais par une vidéo téléchargée par un spectateur qui avait vu Vince bloquer une bouche d'incendie puis crier après l'officier qu'il avait cité. Vince a souri,
levant les mains en signe de reddition et disant que la vidéo ne faisait que le rendre plus populaire. Il l'avait, en fait, partagée sur ses propres médias sociaux, sous-titré V-Man contre City Weekling. C'était devenu semi-viral, rempli d'émojis de feu et d'applaudissements de Jimbro. Mais ici, dans la dignité tranquille de la salle d'audience, c'était comme une performance d'un clown d'église. Caprio lui a demandé à nouveau s'il ressentait des remords, s'il comprenait que maltraiter les employés de la ville et mettre les autres en danger avec une conduite imprudente n'était pas seulement une blague, c'était un manquement au devoir civique. Vince s'est moqué, a roulé des yeux et a marmonné quelque chose sur le fait que les personnes âgées étaient trop douces. L'humeur de la salle d'audience a changé. Les gens qui avaient d'abord regardé avec curiosité se sont maintenant penchés avec tension. Quelques-uns ont baissé les yeux, mal à l'aise avec ce dont ils étaient témoins. Vince a confondu leur inconfort avec de l'intimidation. Il ne s'est pas rendu compte que c'était un embarras de seconde main. Le juge a fait une marque subtile sur le dossier devant lui, les yeux ne quittant jamais l'accusé. Aucune colère n'a vacillé dans son regard, seule la patience, une immobilité étrange qui suggérait que quelque chose de bien plus profond que l'offense avait été agité. Vince a ajusté son débardeur, ses épaules massives se contractant comme s'il se préparait à un ascenseur. Mais dans cette arène, la force ne l'aiderait pas. Pas aujourd'hui. Ce que Vince n'a pas réalisé, c'est que le tribunal, les caméras et la ville regardaient. Et le juge Caprio, bien que âgé et doux, venait de décider discrètement que ce ne serait pas une audience ordinaire. Le juge Frank Caprio avait déjà vu l'arrogance. Il avait affronté des avocats à la langue acérée, des propriétaires furieux et des citoyens qui pensaient que le volume pouvait remplacer la vertu. Mais Vince Martin était différent. Son ego ne venait pas du désespoir ou de l'injustice. Il venait du droit construit couche par couche, comme les muscles épais qu'il affichait. Alors que Vince se tenait au centre de la salle d'audience, les bras croisés comme une statue de défi, Caprio a laissé le silence s'étirer plus longtemps que d'habitude. Les yeux calmes du juge ont de nouveau parcouru le dossier, non pas parce qu'il en avait besoin, mais parce qu'il donnait à Vince de l'espace, un espace pour devenir inquiet, pour ressentir le poids de quelque chose qu'il ne pouvait pas ban. La salle d'audience est restée silencieuse, à l'exception du craquement occasionnel d'un banc en bois. Même l'huissier, les bras croisés dans le dos, semblait exceptionnellement alerte, son regard vacillant entre les deux hommes comme s'il sentait un changement invisible dans l'air. La question suivante du juge est venue doucement, presque conversationnelle, mais elle portait une netteté sous la surface. Il a interrogé Vince sur la citation pour stationnement illégal, en particulier celui à l'extérieur de l'Enfort Elementary au printemps dernier. Le sourire narquois de Vince est réapparu, mais seulement pour un moment. Il a dit quelque chose sur la façon dont les enfants aimaient sa voiture et que la bouche d'incendie ne semblait pas être utilisée. Caprio a hoché la tête lentement puis, comme s'il se rappelait un détail de manière désinvolte, a mentionné que la bouche d'incendie devait être accessible plus tard le même jour pour un exercice d'urgence. Vince a cligné des yeux, ne sachant pas comment répondre. Puis est venue la question suivante, qu'en est-il de la plainte relative au bruit du centre-ville de juillet? Vince a ri, disant qu'il n'y avait que quelques haut-parleurs dans son camion, rien de grave. Caprio a noté que les haut-parleurs avaient enregistré plus de 90 décibels et perturbé 3 entreprises pendant leurs heures d'ouverture, dont l'une avait déposé un grief formel. Un changement a commencé, à peine perceptible au début. La mâchoire de Vince s'est serrée et sa posture a changé. Il se tenait moins comme un showman maintenant, plus comme un homme cherchant une sortie. Ce qui a suivi n'était pas une accusation, mais une dissection. Caprio a évoqué des citations qui avaient mystérieusement disparu, plaintes rejetées sans audition, rapport de police jamais suivi, contravention de stationnement marqué payé sans dossier de paiement. Chaque fois qu'il posait des questions sur une date ou un incident précis, les réponses de Vince devenaient plus courtes, plus nettes, mêlées d'irritation. Et c'est à ce moment-là que le juge a posé la question qui a percé la pièce comme une rafale froide. Comment Vince a-t-il expliqué le schéma des disparitions dans son dossier? Vince a roulé des yeux, affirmant que c'était une coïncidence ou des erreurs dans le système. La salle d'audience a regardé Caprio glisser calmement un petit dossier, rempli de documents. À l'intérieur se trouvaient des photocopies des citations originales, certaines signées par des officiers supérieurs, d'autres simplement griffonnées avec des initiales. La gorge de Vince s'est déplacée en avalant. Les lumières de la salle d'audience semblaient un peu plus brillantes maintenant, l'air plus électrique. La voix de Caprio est restée douce,
mais chaque mot a atterri avec précision. Il a commencé à brosser un tableau plus complet, qui s'étendait au-delà des murs de la salle d'audience. Des flashbacks ont émergé comme des scintillements de mémoire derrière les yeux de Vince, tôt le matin dans la salle de sport privée où son entraîneur personnel, un commissaire de la ville à la retraite, a repéré ses deadlifts et chuchoté des potins politiques entre les représentants. La salle de sport elle-même, au centre-ville et exclusive, avait un mur de photos, Vince serrant la main des membres du conseil, posant même lors d'une cérémonie d'inauguration pour une initiative de remise en forme dirigée par le bureau du maire. Ce n'était pas que des trophées majeurs, c'étaient des boucliers profonds dans le bureau d'une entreprise de santé du maire. Le cousin avait géré des contrats flexibles dans le mur flexible du maire. Chaque fois que Vince devenait trop bruyant, trop imprudent ou trop agressif, le système se refermait autour de lui comme une armure. Les infractions étaient massées en avertissements. Les plaintes se dissolvaient avant qu'elles ne soient rendues publiques. Mais pas cette fois. Caprio a mentionné un nom auquel Vince ne s'attendait pas, Bryce Keller. Un employé de la ville nouvellement embauché, à peine 3 mois après son entrée en fonction, qui avait refusé d'annuler la citation de la bouche d'incendie. Bryce avait suivi avec la documentation officielle et poussé le ticket par les canaux appropriés. Lorsque la pression est venue d'en haut pour laisser tomber, il a déposé une plainte. Cette plainte a été intensifiée, déclenchant un audit discret de l'histoire de Vince. Vince, inconscient, s'était présenté au tribunal dans l'espoir de se frayer un chemin hors de conséquence encore une fois. Au lieu de cela, il s'est retrouvé devant un juge qui avait fait ses devoirs. Caprio se pencha en avant, ses yeux ne quittant jamais ceux de Vince. Il demanda à quoi Vince pensait que la justice était censée ressembler. Était-ce une performance? Était-ce le muscle qui déterminait l'équité? Les paroles du juge n'étaient pas fortes, mais elles atteignaient tous les coins de la pièce. Vince croyait-il que la loi penchait pour l'homme le plus fort de la pièce, ou croyait-il qu'elle était censée tenir même quand quelqu'un comme lui essayait de la briser? Les poings de Vince se serrèrent sur ses côtés. Son sourire avait disparu maintenant, remplacé par quelque chose de plus froid, de plus incertain. Le banc derrière lui était silencieux. Même ses amis se déplaçaient maladroitement, leur bravade antérieure s'écoulant comme la couleur d'une photo laissée au soleil. Caprio a tourné une page, puis a sorti une clé USB du dossier et l'a remise au greffier. L'écran du projecteur derrière lui a pris vie. Une image fixe est apparue, Vince criant après l'agent de stationnement au printemps dernier. L'audio, net et clair, a rempli la salle d'audience. La voix de Vince était indubitable, railleuse, menaçante, vulgaire. L'officier, une femme d'une 50aine d'années à la voix douce, essayait de rester calme. Vince l'avait qualifié d'inutile, de gaspillage de badge, et s'était vanté de passer un seul appel pour la faire virer. Les images se sont terminées par Vince l'empêchant physiquement de partir. Un frisson visible a traversé la salle d'audience. Le regard de Caprio est revenu sur Vince. Sa voix était plus basse maintenant, plus personnelle. Il a dit qu'il avait passé des décennies sur le banc, à regarder les gens qui faisaient des erreurs et essayer de les corriger. Mais ce qui le troublait le plus n'était pas la vidéo, ou les billets en voie de disparition, ou même l'affichage arrogant dans sa salle d'audience aujourd'hui. Ce qui le troublait, c'était la croyance que Vince semblait avoir, que la justice pouvait être pliée par l'influence, que le respect pouvait être ignoré si vous aviez l'air assez fort, et que la peur était un outil destiné à être utilisé par les puissants contre les faibles. Et puis il a demandé. « Laissez-moi vous demander quelque chose », a dit le juge, les yeux se rétrécissant d'acier derrière le calme. « Pensez-vous que la loi change en fonction de qui fléchit le plus ?» La pièce se figea. Vince ne répondit pas. Ses bras étaient à ses côtés maintenant, les poings toujours serrés, mais pas en triomphe. La force qui se sentait autrefois invincible pendait maintenant inutile à ses côtés. Caprio n'a pas attendu de réponse. Ses prochains mots sont venus tranchants et définitifs. Parce que quelqu'un dans votre coin a tiré les ficelles, mais ces ficelles se sont cassées. Et c'est là que le vrai jeu a commencé. Un bourdonnement sourd a rempli la salle d'audience alors que le juge Caprio faisait signe au greffier. Le greffier a hoché la tête, a tapé quelques touches sur l'ordinateur à côté de lui. Et en quelques instants, l'écran de projection derrière le juge a repris vie, cette fois pas avec un enregistrement, mais un flux vidéo en direct. La salle d'audience s'est déplacée dans leur siège, perplexe. Il était rare que Caprio autorise des témoignages à distance, et plus rare encore d'interrompre une audience pour un
L'écran s'est résolu à l'image d'un homme en uniforme de marine impeccable assis devant un fond gouvernemental neutre. Sa plaque signalétique, visible juste au-dessus de son épaule droite, indiquait officier David Arroyo. Son visage était calme, ses yeux clairs, sa voix mesurée alors qu'il faisait un signe de tête respectueux au juge. Il y a eu une longue pause avant qu'Arroyo ne commence à parler. Et quand il l'a fait, son ton n'a rien de la formalité habituelle, seulement une honnêteté discrète. Il a expliqué, calmement et sans émotion, comment il avait tenté il y a des mois d'émettre une citation à Vince Martin pour avoir bloqué une zone de handicap à l'extérieur d'une clinique pour anciens combattants. Vince avait ri, puis avait dégénéré. Il avait maudit, s'était moqué du badge d'Arroyo, puis s'était penché assez près pour chuchoter qu'un coup de fil mettrait fin à sa carrière comme si elle n'avait jamais commencé. À l'époque, Arroyo était rentré chez lui et s'était assis dans son appartement pendant des heures, rejouant la rencontre dans sa tête. Le lendemain, il avait constaté que son rapport avait été retiré du système. Une semaine plus tard, son superviseur lui avait fortement conseillé de laisser tomber le problème pour le problème. La pièce était figée. Le seul son était le doux vrombissement du ventilateur aérien et le changement occasionnel de tissu alors que les spectateurs se penchaient en avant, les yeux rivés sur l'écran. Vince restait immobile. Il ne clignait pas des yeux. Ses mains, autrefois perchées avec confiance sur ses hanches, était maintenant accroché maladroitement à ses côtés. Il regardait le visage d'Arroyo sur l'écran, cherchant tout signe de faiblesse, mais n'en trouvait aucun. Arroyo, sachant qu'il pourrait faire face à des conséquences, avait pris une chance ce jour-là. Il avait activé sa caméra corporelle personnelle, non autorisée, mais légale sous la protection du dénonciateur, et capturé toute l'interaction. Et maintenant, avec l'immunité juridique accordée par le bureau du procureur, il était libre de parler. À la demande du juge Caprio, le greffier a joué l'enregistrement. Les lumières de la salle d'audience se sont légèrement atténuées au fur et à mesure que les images roulaient. La voix de Vince est apparue en premier. Plus forte que prévu, tranchante et mordante. Il a qualifié Arroyo d'inutile. Il a fait une blague sur la taille des badges, puis a baissé sa voix en un murmure menaçant. La menace n'était pas forte, mais il était clair, « Je connais les gens. Tu ne veux pas jouer avec moi. » Un silence stupéfait a suivi à la fin de la vidéo. L'écran de projection s'est figé sur le visage de Vince, s'est tordu en un ricanement, un maintenant absent de la vraie version debout à quelques pas du banc du juge. Caprio est resté immobile un moment de plus avant d'ouvrir un tiroir de son banc et de produire une enveloppe en manille scellée. Il a brisé le sceau lentement, délibérément, et a retiré un document avec un cachet bleu officiel en haut. La pièce s'est tendue alors qu'il expliquait ce que c'était, un avis confidentiel du bureau du procureur de district. Vince a de nouveau bougé, ses épaules n'étaient plus au carré. Les veines de son cou pulsaient, sa respiration était moins profonde maintenant. Caprio a révélé le contenu. Une enquête interne active avait été ouverte sur la corruption liée aux disparitions répétées de Vince à des conséquences juridiques. L'enquête était passée d'une enquête discrète à une affaire formelle après que le témoignage d'Arroyo eût été corroboré avec les dossiers de la ville et les plaintes indépendantes, dont beaucoup avaient été ignorés ou mal classés. Le public dans la salle d'audience, autrefois diverti par la bravade précoce de Vince, regardait maintenant avec un mélange de fascination et de rage tranquille. Voici un homme qui s'était moqué de la loi, rabaissé les officiers et vanté un système qui se penchait pour lui. Mais maintenant, l'échafaudage sur lequel il s'était appuyé tombait, brique par brique, sous la pression prudente de la vérité. Vince a essayé de parler, mais sa voix s'est brisée. Il s'est éclairci la gorge, a commencé à dire quelque chose sur les malentendus et les images montées, mais Caprio a levé une seule main. Pas en colère, juste assez pour l'arrêter. La voix du juge, douce mais inébranlable, a rempli la pièce comme un tonnerre enveloppé de velours. Il a dit qu'il n'avait aucun intérêt à voir un homme brisé, mais qu'il avait tout intérêt à voir un homme tenu pour responsable. Il n'a pas parlé des muscles de Vince, de ses sponsors ou de son statut dans la communauté du gymnase. Il a plutôt parlé du courage de l'agent Arroyo, du caractère sacré du service public et des dommages causés lorsque le pouvoir est utilisé comme une arme au lieu d'une responsabilité. Caprio s'est penché en avant, posant ses deux mains sur le banc. Sa voix a légèrement baissé alors qu'il prononçait les mots qui ont fait retenir toute la salle d'audience. Ce tribunal ne soulève pas de poids. Il soulève la vérité. Et ensuite, le marteau tomberait, durement. Le marteau a frappé le bloc une fois, tranchant et décisif,
résonnant dans la salle d'audience comme un coup de feu de la finalité. Le son semblait pendre dans l'air, ondulant à travers toutes les personnes assises dans ces murs en bois poli. Vince a légèrement tressailli, sa posture autrefois fière s'effondrant comme si le poids de son propre ego l'avait finalement rattrapé. Le juge Caprio s'est assis immobile pendant quelques secondes après, son expression illisible. Seul le faible tapotement du ventilateur de plafond a brisé le silence. Dehors, le soleil de l'après-midi a filtré à travers les hautes fenêtres cintrées, captant le faible miroitement des grains de poussière dans l'air. C'était presque poétique. La même lumière qui avait brillé sur les bras huilés de Vince plus tôt avait illuminé sa défaite, alors il avait travaillé dur pour cacher la scène. Quand Caprio a finalement parlé, son ton portait à la fois autorité et compassion discrète. Il a annoncé le verdict avec une précision calme. Vince paierait toutes les amendes et citations impayées dans leur intégralité, effectuerait 200 heures de service public pour aider au programme de sécurité routière et se soumettrait à un cours d'éthique sur le devoir civique. Mais ce n'était pas tout. Le tribunal transmettait son cas au bureau du procureur de district pour examen dans le cadre d'une enquête au niveau de l'État. Les mots ont frappé Vince plus fort que n'importe quelle peine de prison. Ce n'était pas seulement une punition, c'était une révélation. Sa toile de protection, ses faveurs silencieuses et ses poignées de main chuchotées s'étaient déroulées à la vue d'une ville qui regardait. Les spectateurs, qui s'étaient assis figés tout au long du procès, ont échangé des regards remplis de crainte, de soulagement et d'une pointe d'incrédulité. C'était comme s'ils avaient été témoins d'arrogance juridique. Vince a essayé de conserver le calme qui lui restait. Sa mâchoire s'est serrée, ses narines se sont évasées, mais le défi qui lui avait jadis brûlé aux yeux avait disparu. Il a marmonné quelque chose faiblement dans son souffle, peut-être des excuses ou un plaidoyer, mais il s'est dissous dans le calme lourd de la pièce. L'huissier s'est approché, se tenant à une distance respectueuse jusqu'à ce que Caprio hoche la tête. C'était un petit geste, mais qui signalait que tout avait changé. Vince, l'homme qui était entré en riant, qui s'était moqué de la loi comme si c'était un jeu, devait maintenant faire face à la seule vérité qu'il avait toujours évitée. Personne n'était trop fort pour tomber. Il baissa légèrement la tête alors que l'huissier pour qu'il recule. Même le mouvement massif de sa fierté semblait plus lent. Le juge Caprio s'est penché en arrière sur sa chaise et a pris une lente inspiration. Pendant toutes ces années sur le banc, il n'était jamais devenu insensible à des moments comme celui-ci, les suites calmes où la justice ne rugissait pas, mais s'installait simplement comme une pluie constante. Il ne jubilait pas, ni ne souriait. Ses paroles, quand il a repris la parole, ne portaient aucune cruauté. Il a dit que la justice n'était pas une vengeance et que la responsabilité n'était pas une humiliation. C'était une restauration, un réalignement de l'équilibre que l'arrogance avait perturbé. Il ne considérait pas Vince comme un ennemi, mais comme un homme qui avait besoin de redécouvrir son humanité. Il lui a dit que la force ne signifiait rien sans humilité et que le vrai pouvoir ne venait pas de la domination, mais de la retenue. La salle d'audience est restée totalement silencieuse, le message aurait pu s'enfoncer plus profondément que toute punition. Alors que Caprio signait les documents finaux, un silence persistait, une sorte de crainte respectueuse qui suivait souvent ses verdicts. Dehors, le faible son de la vie citadine dérivait par la fenêtre à moitié ouverte, des klaxons de voiture, des pas, une sirène lointaine. Mais à l'intérieur de cette pièce, l'atmosphère était remplie de réflexion. Les caméramens qui ont enregistré les audiences pour la diffusion publique sont restés immobiles, sachant instinctivement que ces images balayeraient bientôt des millions d'écrans. Quelque part au-delà du palais de justice, les gens verraient un homme qui avait autrefois ridiculisé le système humilié devant lui. Ils verraient que la dignité avait toujours des défenseurs, que l'équité tenait toujours sa place même lorsqu'elle était ridiculisée ou contestée. Et ils verraient un juge qui n'a jamais élevé la voix, mais a en quelque sorte attiré l'attention du monde par la patience et le principe. Vince tourna brièvement la tête vers la foule à la fin de l'audience. La confiance qui jadis rayonnait de lui s'était épuisée, ne laissant qu'une faible ombre de l'homme fanfaron qui s'était pavané dans la salle d'audience ce matin-là. Il attira les yeux de quelques spectateurs, citoyens ordinaires, col bleu et étudiants, dont aucun ne le regardait avec la crainte dont il rêvait. Il y avait de la pitié dans certains yeux, de la déception dans d'autres, mais surtout du silence. C'était un silence qui disait tout ce que les mots ne pouvaient pas, que le respect ne peut pas être exigé, seulement gagné. L'huissier fit signe vers la sortie latérale, et Vince suivit docilement, ses pas lourds et lents. Alors qu'il disparaissait par la porte,
la lumière de l'extérieur attrapa brièvement son visage, plus fier, plus indéniablement. Le juge Caprio est resté assis un moment de plus, regardant l'endroit vide où Vince s'était tenu. La salle a commencé à se dégager alors que les spectateurs sortaient tranquillement, leurs chuchotements atténués, leurs visages réfléchis. Le greffier a rassemblé des papiers, l'huissier a ajusté les chaises, et pourtant l'air portait toujours le faible écho des paroles de Caprio sur la vérité. Pendant des années, le juge avait vu des gens se lever et tomber devant son banc, mais ce qui comptait le plus pour lui n'était pas la chute elle-même, c'était ce qu'ils ont fait par la suite. Quelque part au fond, il espérait que Vince comprendrait un jour la leçon que le muscle et l'argent ne pourraient jamais enseigner. Cette décence, une fois perdue, est la chose la plus difficile à reconstruire, mais la seule force à posséder. À l'extérieur du palais de justice, les journalistes avaient déjà commencé à se rassembler. Ils criaient des questions dans des microphones, leurs paroles étouffées par le bourdonnement des volets de la caméra. La lumière du soleil de l'après-midi peignait les marches de marbre en or alors que les gens sortaient. Certains secouaient la tête, d'autres hochaient la tête avec approbation. En quelques heures, les images de la salle d'audience circulaient en ligne. Le sourire narquois de Vince, sa moquerie, son démêlage, enfin, son silence. Internet exploserait de commentaires, d'éloges pour le sang-froid de Caprio et d'incrédulité que l'arrogance si brute puisse être rencontrée avec une justice si calme. Les clips auraient tendance, les hashtags se lèveraient, et dans le bruit de tout cela, quelques-uns se souviendraient de la voix tranquille du juge qui n'avait jamais perdu sa dignité. De retour dans sa chambre, Caprio enleva ses lunettes et les posa soigneusement sur le bureau. La lumière de fin d'après-midi l'avait sur son visage, douce et dorée. Il pensa à toutes les personnes qui regarderaient cette affaire, aux leçons qu'elles pourraient en tirer, pas de punition, mais de principe. Il savait que l'histoire voyagerait bien au-delà de sa ville, peut-être même de son pays. Mais il espérait que ce dont les gens se souviendraient le plus n'était pas la chute d'un homme arrogant, mais la montée de la responsabilité. Le rappel que le respect de la loi n'est pas une faiblesse, c'est une force. Il prit une profonde inspiration, ferma le dossier sur son bureau et regarda par la fenêtre la ville en contrebas. La vie continuerait comme elle l'a toujours fait, mais peut-être, quelque part dans ce rythme, quelques cœurs avaient changé. La justice ce jour-là n'avait pas tonné, elle avait parlé doucement, avec précision et grâce, comme le calme après une tempête. Et pour ceux qui ont regardé, elle a laissé une vérité qui persisterait bien plus longtemps que les gros titres ou les applaudissements. Le respect peut être lent, mais il ne manque jamais de revenir. La dignité peut être mise à l'épreuve, mais elle ne cède jamais à la moquerie. Et quand l'arrogance rit, la justice écoute, attendant son tour de parler. Pour chaque spectateur qui s'est déjà senti impuissant devant quelqu'un protégé par un privilège, cette histoire est devenue un symbole de justice. Si vous pensez que le respect et la responsabilité comptent toujours, partagez cette vidéo, abonnez-vous à d'autres histoires de justice réelle et continuons à soulever la vérité là où elle appartient.